Moi, Mobutu Sese Seko Kukumbwendu Wazabanga, élu président du mouvement populaire de la Révolution et de droit président de la République, je jure d'observer la Constitution et les lois de la République du Zaïre. Tel caporal devenait lieutenant, tel sergent passait capitaine, commandant, et il signait devant les troupes à mon insu. Et puis ça ne pouvait pas me faciliter la tâche. Et comme je suis de nature qui aime l'ordre, j'ai remis de l'ordre. C'était ma façon de réagir. Rien à faire, nous devons marcher à fond, même conclure des accords avec le diable pour refaire l'unité du Congo. Rien à faire. Et le Congo restera un et indivisible. Novembre 1965, 24 novembre 2015, 50 ans jour pour jour depuis que le général Mobutu a perpétré un coup d'État. Un coup d'État qui a eu une influence ou un impact considérable dans l'histoire politique du Congo. Beaucoup de choses ont été dites à propos de ce coup d'État. Et beaucoup de responsabilités ont été attribuées à M. Mobutu, si vous voulez, au citoyen Mobutu Sese Seko Kukumbwendu Wazabanga. Pour séparer, rétablir la vérité ou séparer le faux du vrai, nous avons fait appel à un chercheur en sciences sociales que vous connaissez bien, M. Anissé Mobé. M. Anissé Mobé, bonjour. Bonjour. Vous êtes chercheur en sciences sociales, membre du comité de rédaction de l'AFI. l'AFI, c'est l'année francophone internationale. Et vous êtes aussi membre du collectif des intellectuels congolais, DEFI, ici à Paris. Alors, dans le cadre de l'année francophone internationale, vous êtes responsable des rubriques. Et cette année, dans l'édition 2014-2015, vous vous occupez du forum... Non, c'est les 60 ans du monde diplomatique, c'est ça? Exactement. Alors, aujourd'hui, nous allons parler, comme je viens de l'annoncer à l'introduction, de l'anniversaire du coup d'État de Mobutu, autrement dit, le 50e anniversaire du coup d'État perpétré par Mobutu le 24 novembre 1965. Alors, la première question, ou une question liminaire, c'est celle de savoir quel intérêt y a-t-il à évoquer ce coup d'État aussi longtemps que Mobutu est mort depuis bientôt 15 ans. Même depuis 18 ans, je crois. Ouais, mais 18 ans, vous avez raison de poser la question de l'intérêt d'évoquer cet anniversaire. Mais moi, je suis sûr que les téléspectateurs vous seront gré, vous, monsieur Kervin Maïzo, ainsi qu'à tous vos collaborateurs qui concourent à la production de cette émission. Je pense ici à notre ami Kirk Bayama, à Roger Moussanji qui nous a aimablement accueillis ici. Et Franck Azadi aussi. Et Franck Azadi aussi. Ils vous seront gré parce que, regardez ce que nous vivons actuellement. Nous sommes focalisés sur cette violation de la Constitution. Deuxième, troisième mandat. Mais les gens oublient qu'en 1974, Mobutu nous avait imposé une révision constitutionnelle qui avait aboli les principes même de la séparation des pouvoirs. Et lui, en tant que président fondateur du MPR, il était au-dessus de la Constitution puisqu'il pouvait briguer le mandat présidentiel autant de fois qu'il le voulait, ce qui était interdit pour d'autres citoyens congolais. Et enfin, deuxièmement, il y a des ouvrages qui sortent aujourd'hui pour magnifier, pour faire l'éloge du chef de l'État. C'est une pratique, en fait, là, les auteurs sont en train de recycler un héritage, parmi les héritages les plus pervers du moboutisme, c'est-à-dire glorifier, magnifier, encenser les présidents fondateurs. C'était même érigé en un dogme que d'exalter le président fondateur. Et donc, ce qui veut dire que nous sommes toujours dans une certaine continuité en termes d'asservissement des intelligences. Voilà pourquoi il faut aujourd'hui
évoquer cet anniversaire, ce que Mobutu a fait ou a défait pendant 32 ans en tant que chef de l'État, auquel il faut ajouter les 5 ans où il a été chef d'état-major et commandant-chef de l'armée, c'est-à-dire 37 ans. Et enfin, un dernier élément, finalement, vous avez dit coup d'État perpétré par Mobutu. Mais est-ce réellement lui qui a perpétré le coup d'État quand on sait que la proclamation du haut commandement militaire a été rédigée par un officier de la coopération militaire belge, qui aujourd'hui au Congo peut nous apporter des éléments concrets pour démontrer que les statuts de l'AFDL en 1996 ont été rédigés par des Congolais. Vous voyez donc, il y a beaucoup trop de similitudes, il y a des héritages, et bien sûr l'élément essentiel, c'est que et le coup d'État de Mobutu et l'arrivée au pouvoir de Laurent Désiré Kabila, remplacé depuis 2001 par Joseph Kabila, donc participe d'une stratégie de l'extraversion, c'est-à-dire que ce sont une prise de pouvoir ourdie de l'étranger qui a été imposée aux Congolais. Donc voilà pourquoi vous avez raison de nous convier, en tout cas de m'inviter pour débattre du 50e anniversaire du coup d'État de Mobutu. Nous aimerions nous replacer dans le contexte. Ce coup d'État a eu lieu dans quel contexte, dans quelles circonstances? Quand je parle de contexte, je pense notamment les contextes nationaux et disons les circonstances nationales et les contextes internationaux. Merci beaucoup. D'abord, effectivement, il faut se replonger dans les contextes internationaux de l'époque, en distinguant le contexte géopolitique ainsi que les enjeux diplomatiques, d'une part, et bien sûr aussi évidemment le contexte de politique nationale. Je commencerai par le contexte géopolitique, parce que ce coup d'État est une variante de la stratégie américaine de l'époque, dite de containment, c'est-à-dire d'endiguement du mouvement communiste en réalité, du mouvement révolutionnaire qui, à l'époque, dans les tiers-mondes, fait des avancées significatives. Rappelons-nous, c'est l'époque où, au Vietnam, on parle de l'escalade. C'est-à-dire que les Sud-Vietnamiens, ainsi que les Nord-Vietnamiens, intensifient leur résistance à la guerre d'agression américaine. C'est à l'époque où Che Guevara déclare qu'il faut créer plusieurs Vietnams pour abattre l'impérialisme. C'est aussi, et on l'a rappelé encore ces derniers temps ici en France, c'est l'époque en 1965 où va être enlevé en plein Paris le leader du tiers-monde marocain, Ben Barka. Donc il y a vraiment une intensification de la lutte des peuples, notamment du tiers-monde, pour se libérer du joug impérialiste. Mehdi Ben Barka. Donc ça c'est un... Alors maintenant les enjeux diplomatiques. D'abord le coup d'État de Mobutu survient sur c'est bâti sur les décombres de l'intervention belgo-américaine contre les mouvements de rébellion, entre guillemets, c'est-à-dire les résistants des populations congolaises, en 1964, sur Kisangani. Donc il y a des troupes, il y a des mercenaires belges que Tchombe va recruter, qui vont renforcer la 5e brigade mécanisée, commandée par le colonel Van de Waal. Vous vous rendez compte, nous sommes 4 ans après l'indépendance, et c'est un ancien officier de la force publique qui vient commander les opérations militaires contre le rebelle. Et d'une part, et d'autre part, il y a évidemment les paracommandos belges qui vont sauter sur Kisangani et qui vont être transportés chez nous par des avions américains venant de Belgique, qui vont faire une escale à l'île d'Ascencio, en plein Atlantique, c'est une île britannique. Donc, bref, c'est avec la logistique de l'OTAN que cette opération aura lieu. Donc, voilà un peu le contexte géopolitique de l'époque. Et avant d'aborder le contexte national, il faudra insister sur les enjeux diplomatiques aussi de ces coups d'État. Parce que c'est un an auparavant, la France venait d'intervenir au Gabon pour remettre au pouvoir Léon-Mba. Certains chefs d'État africains ont beaucoup reproché à la France de n'être pas intervenu en 1963 lorsque Philibert Youlou a été renversé par un mouvement social coordonné par des syndicalistes. Et donc, l'intervention militaire française au Gabon et celle de la Belgique au Congo-Kinshasa ont un sens significatif tout à fait particulier. C'est-à-dire, les anciennes puissances coloniales entendent
clairement démontré qu'elle reste maître dans leurs anciennes colonies. À ceci près que si la France est intervenue seule au Gabon, en réalité, la Belgique, dès ce moment-là, on voit au Congo s'esquisser une autre stratégie. C'est celle d'élargir la base sur laquelle l'ancienne puissance coloniale intervient. Ce n'est plus la Belgique seule qui intervient, mais elle intervient dans le contexte de l'OTAN. Donc voilà un peu le contexte politique. Et dernier élément, c'est que depuis 1965, la France commence à beaucoup s'intéresser au Congo. M. Tshomba a été reçu à 2 reprises par le général de Gaulle, ici en France. Ça commence à inquiéter un peu le milieu politique belge. D'ailleurs, ils ont prévu, et ça a eu lieu, une rencontre au Quai d'Orsay entre les diplomates belges et les diplomates français pour éviter d'afficher publiquement leurs divergences. Donc voilà sur le plan diplomatique, c'est-à-dire qu'au sein du monde occidental, il y a des rivalités, il y a des concurrences. Donc ce qui veut dire que ne nous laissons pas éblouir, ne nous laissons pas divertir par, lorsqu'on évoque le contexte géopolitique, affrontement Est-Ouest. En réalité, les vraies rivalités, c'est au sein de puissances occidentales elles-mêmes. Et enfin, dernier élément, dans le contexte du Congo, sur le plan géopolitique, on voit comment la presse belge va se déchaîner contre le chef de l'État, M. Joseph Kasavubu, en l'accusant d'avoir viré à gauche parce que, au moment de l'Assemblée générale de l'ONU, la République démocratique du Congo n'a pas voté contre l'admission de la Chine. La Chine populaire était déjà reconnue par la République française. Et en 1965, nous aussi nous sommes rendus compte que nous sommes un grand pays, nous sommes un grand peuple, c'est un peuple d'une grande civilisation. On ne peut pas accepter qu'un pays comme le nôtre continue d'ignorer un grand pays comme la Chine, un grand peuple d'une grande civilisation. Et donc, dans le contexte de la guerre froide, toujours entre guillemets, cela nous a été reproché. Voilà un peu le contexte géopolitique de l'époque dans lequel va subvenir le coup d'État. On va ouvrir une parenthèse. Apparemment, on dit que c'est un deuxième coup d'État en fait, que Mobutu aurait perpétré. C'est vrai ou c'est faux? C'est tout à fait vrai et il faut l'évoquer. Vous avez raison de l'évoquer parce qu'on oublie un peu le coup d'État du 14 septembre 1960. L'armée prend le pouvoir au Congo ex-belge. Allô, allô, chers compatriotes, ici c'est le colonel Mobutu Joseph, chef d'état-major de l'armée nationale congolaise qui vous parle de Léopoldville. L'armée nationale congolaise a décidé de neutraliser le chef de l'État jusqu'à la date du 31 décembre 1960. Comme chacun pourra dès demain s'en rendre compte, il ne s'agit pas d'un coup d'État militaire, mais plutôt d'une simple révolution pacifique. L'armée va aider le pays à résoudre tous ces différents problèmes qui deviennent de plus en plus aigus. Vive le Congo, vive l'armée nationale congolaise. En réalité, donc, votre question m'amène alors à aborder les contextes politiques, les contextes internes de l'époque. Parce que pendant très longtemps, la propagande mobutiste nous a fait croire que le coup d'État a été salutaire parce que ça nous a évité une guerre civile du fait de l'affrontement entre le chef de l'État, M. Joseph Kasavubu, et le Premier ministre, M. Tshombe. Et que l'armée ayant été au-dessus des querelles politiques était en droit, c'était de son devoir de pouvoir intervenir sur le plan politique à ce moment-là. Tout ça, c'est relève de la propagande. Pourquoi? Parce que d'abord, il y a une corrélation entre les deux coups d'État. C'est-à-dire qu'en 1960, les Belges, se rendant compte à quel point les Congolais ont été décisifs, déterminés à accéder à l'indépendance, c'est à partir de la table ronde que les Belges vont, on a dit, ils ont tout lâché. En réalité, apparemment, ils ont tout lâché, mais ils se sont donné d'autres moyens pour nous imposer un pacte néocolonial. Par exemple, en ne transférant pas au nouvel État congolais le portefeuille du Congo qui, à l'époque, valait plus de 37 milliards. Donc, deuxièmement, en fomentant, en tout cas en encourageant, en mettant tout en œuvre pour qu'il y ait la sécession de la grande province économique, la province du Katanga. Et sur le plan politique, rappelons-nous toutes les obstructions
pour empêcher l'élection d'un chef d'État qui soit congolais, de telle sorte que le roi Baudouin reste chef de l'État du Congo après l'indépendance du Congo. Et évidemment, ce qui devait advenir advint, c'est la défenestration, la démission brutale du Premier ministre Lumumba et surtout son élimination physique. Cette élimination, cet assassinat, ces crimes, ce n'est pas quelque chose d'anodin. C'est à ce moment-là que les Belges nous ont imposé un pacte néocolonial dans lequel ils vont associer une fraction de la classe politique congolaise qualifiée de modérée par rapport aux intérêts étrangers, notamment particulièrement belges, avec l'appui des Américains. En réalité, lorsque les Belges brandissent l'épouvantail communiste, c'est parce qu'ils n'ont pas peur tellement du communisme et de l'Union soviétique, mais surtout de la France et de la Grande-Bretagne qui, dès 1960, après la table ronde, n'ont pas caché leurs ambitions de pouvoir intégrer. La France a brandi le fameux droit de préemption que Léopold de Leer avait accordé, et tandis que le Premier ministre de la Fédération de deux Rhodésie du Nord, Rhodésie du Sud, c'est-à-dire la Zambie, le Zimbabwe et le Nyasalam, c'est-à-dire le Malawi actuel, le Premier ministre, M. Walensky, a brandi aussi, lui, la possibilité que le Katanga puisse s'intégrer dans cette fédération sur le plan économique. Donc les Belges ont surtout peur de rivalité, de la concurrence de ses propres alliés au sein de l'OTAN et au sein de l'Union européenne, à l'époque où il y a encore marché commun. Donc voilà le pacte néocolonial, donc une fraction de la classe politique congolaise dite modérée et les intérêts économiques, notamment particulièrement belges. Ce pacte colonial va être renforcé en 1964 avec le retour de Tshombe au pouvoir comme Premier ministre. Il passe de la sécession, il va en exil en 1963. Un an plus tard, il revient au Congo comme Premier ministre. Pour les Belges, c'est une sacrée revanche que leur poulain puisse devenir Premier ministre. Ils vont ainsi appliquer au Congo ce qu'ils ont tenté d'expérimenter au Katanga. Or, qui est à la manœuvre pour le retour de Tshombe au pouvoir? Entre autres Mobutu. Lorsqu'il se rend compte que l'armée congolaise ne peut pas s'opposer aux rebelles, il fait pression sur le Premier ministre Adoula pour que Tshombe puisse revenir au pouvoir. Pour les Belges, il renforce le pacte néocolonial de 1961. Et ce pacte néocolonial en 1965, et c'est là le coup d'État, évidemment, c'est le parachèvement de cette restauration néocoloniale pour qu'il y ait un Congo qu'ils ont toujours voulu, un Congo qui soit, même après l'indépendance, toujours une néocolonie en matière économique pour la Belgique. Lieutenant général Joseph Mobutu. Le général-major Mobutu, Joseph Désiré, ici présent, est nommé lieutenant général de l'armée nationale congolaise, général-major, colonel, Nommé aux plus hautes fonctions de la hiérarchie militaire, Mobutu rêve désormais du pouvoir suprême qu'il doit cependant partager avec le Premier ministre et le Président de la République. Pour le bien du service et le respect de la discipline militaire. Général Mobutu, dans les circonstances politiques actuelles, l'armée est-elle neutre? Elle est neutre et elle le restera. Mais personne ne peut imaginer, lors de ces fastes militaires, que ce pouvoir suprême, Mobutu se l'accordera 6 jours plus tard, quand il destituera le Premier ministre Évariste Kimba et le Président de la République, Joseph Kasavubu, contraint de se retirer dans son village natal, où il mourra quelques années plus tard. Jusqu'ici, nous avons constaté, je dis nous, pas moi, c'est-à-dire l'ensemble des chefs militaires,
qu'il manquait de discipline chez nos hommes politiques. Alors pendant 5 ans, nous allons imposer la discipline dans tous les domaines, politiques, économiques, financiers. Vous rétablirez rapidement la paix sur tout le territoire? C'est la tâche à laquelle nous allons être attelés. Et vous aurez les mains plus libres que du temps des politiques? Mais bien sûr, j'ai toute mon armée avec moi. Tout est maintenant entre les mains, n'est-ce pas, du général Mobutu. Quelle est la réalité de la rivalité qu'on nous a toujours racontée entre lui, M. Tshombe, et M. Joseph Kasavubu? D'abord, il y a des rivalités qui sont tout à fait normales entre des leaders politiques. Donc celui qui veut jouer un rôle prépondérant ne peut accepter qu'un concurrent ou un rival puisse prendre le dessus sur lui. C'est tout à fait normal qu'il y ait des rivalités. Mais dans le cas du Congo, c'est que souvent ces rivalités ont été ravivées par des entourages ou plutôt par des intérêts étrangers. En 1965, au moment du coup d'État, effectivement, M. Tshombe gagne les élections à la tête de la CONACO. La CONACO qui au départ était la CONACAT, au Katanga, mais qui devient CONACO. Cela aussi nous oblige à clarifier, à rectifier beaucoup de choses qui ont été dites, qui ne sont pas exactes au Congo. La CONACO rassemblait des hommes politiques, des leaders politiques de presque toutes les régions, comme ce fut le cas avec les MNC. Et les FDC, Front démocrate congolais, qui soutenaient M. Kasavubu, on y retrouvait par exemple quelqu'un comme Évariste Kimba, originaire du Katanga. Eh bien, Tshombe, après les élections, au lieu de respecter les règles en vigueur, les us et coutumes dans une démocratie, c'est-à-dire de présenter sa démission au chef de l'État, quitte à celui-ci de le désigner à nouveau formateur d'un gouvernement en tenant compte des résultats, en tenant compte de l'évolution politique au sein du pays, ne l'a pas fait. Au contraire, il s'est même attribué le ministère de l'Intérieur parce que Godefroid Munongo, qui était ministre de l'Intérieur, avait gagné les élections provinciales, a préféré être gouverneur du Katanga plutôt que ministre de l'Intérieur. Et donc, là-dessus, le chef de l'État, M. Kasavubu, l'a démis de ses fonctions. Peut-être que M. Kasavubu aurait dû s'y prendre autrement, mais n'empêche que dès le départ, c'est Tshombe qui alimente un peu les rivalités, sauf des rivalités qui ici, en réalité, cachent des divergences beaucoup plus profondes. C'est-à-dire que pour les leaders du FDC, 5 ans après l'indépendance du Congo, il est grand temps que ces pays-là, les ressources publiques, soient gérées dans l'intérêt du Congo et des Congolais, et non pas dans l'intérêt des anciennes sociétés coloniales. Ça, c'est beaucoup plus profond que des rivalités politiques artificielles qui ont été mises en avant pour justifier le coup d'État. D'autant plus que Mobutu lui-même aussi était bien engagé, en tout cas, il s'y employait. Il n'était pas au-dessus de la mêlée. La preuve, c'est que le 19 novembre 1963, au camp de Ndolo, Mobutu et Ndaka ont été arrêtés par des soldats qui les ont jugés. Ils ont été condamnés à mort. Mobutu était tellement tabassé qu'il est entré à l'hôpital d'ailleurs. Mais les soldats, parmi les soldats, il y avait des soldats originaires du Kassai, les Tétés là, qui absolument tenaient à savoir à la vérité sur l'assassinat du premier ministre Patrice Lumumba. Et c'est pendant ces temps-là que notre peloton d'une autre garnison est venu libérer Mobutu. Et en réalité, ce qu'on lui reprochait, c'est de s'engager dans des intrigues politiques et de s'occuper très peu de l'armée, en tout cas de la gérer d'une façon cavalière, puisque l'armée est gérée et organisée comme une garde prétorienne pour ses ambitions politiques, plutôt que comme un corps de défense pour défendre l'intégrité territoriale. Donc ça, c'est un. Puis deuxièmement, pendant les 2 semaines qui ont précédé le coup d'État, mais on voit Mobutu, par exemple, admonester les parlementaires de Lubangui, notamment son propre parent, Lito. Parce que lors du vote au Parlement, quand le gouvernement Kimba s'est présenté, ils n'ont pas voté en faveur du gouvernement Kimba, alors que lui, il leur a expressément demandé de voter pour Kimba. Au nom de quoi devait-il aller demander aux parlementaires de voter pour Kimba? En réalité, on se rend compte qu'il y avait un hiatus entre ces déclarations publiques
et ce qu'il faisait en privé. Et donc, les rivalités entre Kasavubu et Tshombe, oui, d'une part, il faut distinguer les rivalités qui sont tout à fait normales dans un contexte politique entre des leaders qui veulent s'affronter, qui chacun veut s'affirmer, d'une part, et d'autre part, ce qui a été artificiellement fabriqué pour justifier le coup d'État. Rappelons-nous comment la presse belge s'est déchaînée contre Kasavubu parce que quand il n'a pas reconduit Tshombe, en disant presque, en écrivant, mais Kasavubu est contre nous. Au nom de quoi le chef de l'État devait obéir aux injonctions de la presse belge. Il a viré à gauche. Que veut dire il a viré à gauche? Parce qu'il refuse de s'opposer à l'entrée de la Chine à l'ONU. Non. Donc là aussi, il faut faire la part des choses entre la propagande et les réalités telles que nous les avons vécues au Congo. Et malheureusement, il a fallu du temps pour que nous puissions arriver à décrypter tout cela, à analyser ça sereinement et correctement. Alors, vu sous cet angle, la cause ou les causes de ce coup de force, de ce putsch, nous amène à chercher à analyser la phrase suivante de Mobutu. « Je n'ai pas fait un coup d'État, j'ai ramassé le pouvoir ». Quelle analyse faites-vous de cette phrase? Je pense qu'il faudra approfondir l'analyse de cette phrase. C'était de la démagogie ou c'était vraiment une réalité politique? Bon, c'était pire que de la démagogie. D'abord, c'était un mensonge éhonté. Deuxièmement, c'était un mépris vis-à-vis du peuple congolais. Lequel mépris nous le retrouvons encore aujourd'hui, sous le régime actuel. D'abord, quand il dit qu'il n'a pas pris le pouvoir, il a ramassé. C'est archi faux. Parce que dans les textes de la proclamation du haut commandement militaire, il est fait allusion à la Constitution, en disant tel ou tel article de la Constitution sont suspendus. Deuxièmement, il est dit dans la déclaration du haut commandement militaire, les institutions démocratiques issues des dernières élections restent en place, c'est-à-dire le Parlement, non, le Sénat, la Chambre des représentants. Et deuxièmement, Mobutu, quand il fait sa conférence de presse à 10h du matin, il déclare clairement que le Parlement est convoqué en congrès pour débattre du coup d'État. Et le Parlement, réuni en congrès, a approuvé le coup d'État. Donc il est allé chercher il est allé faire légaliser son coup d'État devant le Parlement. Il est légitimé en même temps. Ce qui veut dire qu'il n'a pas ramassé le pouvoir. Il n'a pas ramassé le pouvoir puisqu'il fait allusion, il utilise même les institutions, et c'est ça le grand... Vous voyez le paradoxe qu'il y a là. Donc, c'est une manière dont il y a un formalisme juridique où il fait semblant de respecter la Constitution, il fait semblant de respecter les institutions de la République, mais en même temps, il met en place un régime, un système qui petit à petit va commencer par rogner les pouvoirs du Parlement, voir comment un système qui petit à petit va lui permettre de concentrer l'ensemble du pouvoir entre ses mains, donc entre les mains de l'exécutif, et au sein de l'exécutif, primauté au chef de l'État. Non, il n'a pas ramassé les pouvoirs. C'est un mensonge éhonté que de le proclamer, et surtout c'est un mépris vis-à-vis du peuple congolais. Et après son coup d'État, donc, il mettra en place un parti unique. Dans quelles circonstances? Et nous partons d'un régime démocratique dont les oripeaux ont été gardés, où on se retrouve avec un parti unique. Comment expliquer la soumission d'abord de la classe politique par rapport à ces coups d'État qui sont l'acceptation, et ensuite la soumission de tout un peuple à un parti unique? Pour le 10e anniversaire de l'indépendance, le président Mobutu invite le roi de Belgique, Baudouin Ier, symbole de l'ancienne puissance coloniale. Mobutu est tout sourire, apaisant, frais et clinquant. On dirait qu'en tout point, il tient à ressembler au monarque belge.
mouvement populaire de la Révolution. José Mobutu et Mokambi fondateur. Pour consolider son pouvoir, le président Mobutu crée le MPR, le Mouvement populaire de la Révolution, le parti unique à sa totale dévotion. Il s'en autoproclame le père fondateur. Il n'y a pas de parti unique au Congo. Nous sommes, un parti national et nous ne sommes pas un parti unique. Parti unique suppose quelque chose qu'on impose. Nous n'imposons rien. Unique, ça suppose une opposition quelconque. Il n'y a pas d'opposition, je ne sais pas. Nous n'avons pas besoin d'opposition. Nous sommes des Bantous, nous ne sommes pas des Cartésiens comme vous pour des oppositions. Nous, comme le dirait Senghor, nous ne sommes pas un monde d'opposition. Nous sommes là pour la juxtaposition, on se met ensemble, on construit ensemble, voilà. L'adhésion au parti est obligatoire pour tous les citoyens, y compris, selon les slogans officiels, les ancêtres et même les fœtus. Et là, je dois vous dire aussi que le MPR a été une espèce de pieuvre, si on peut dire, qui dirigeait tout. Et ça allait tellement loin qu'on naissait zaïrois. On naissait membre du MPR. Et ça a été comment dirais-je, un joint et une façon de tenir le pays en main à travers le MPR. Et à lire Révolution Comparaison. Ça, longue. Très vite, voulant prendre l'histoire de vitesse, Mobutu radicalise sa révolution. Pour frapper l'imagination du peuple congolais, il rebaptise le pays, la monnaie, le fleuve. Le pays Congo devient Zaïre, la monnaie devient Zaïre, le fleuve devient Zaïre, c'est l'époque des 3 Z. Les prénoms chrétiens sont dorénavant prohibés. Le président de la République lui-même donne l'exemple. Joseph Désiré Mobutu est banni pour laisser la place à Mobutu Sese Seko Kukukbendu Wazabanga. Autrement dit, le guerrier tout-puissant qui embrasse tout sur son passage et de conquête en conquête reste invincible. Pour perpétuer l'exploitation de l'homme noir par l'homme blanc, les colonisateurs se mirent à liquider systématiquement les traditions africaines, les langues africaines, la culture africaine. Bref, à abrutir complètement le noir, de façon à ce qu'il ne parle, ne pense, ne mange, ne s'habille. Je commence par les derniers points. Soumission de tout un peuple vis-à-vis du parti unique. Y a-t-il eu soumission totale des Congolais vis-à-vis du régime Mobutu? Il y a eu plusieurs formes de résistance, plusieurs formes d'opposition politique. Mais sans parti politique, les Congolais ont réussi à s'opposer à ces régimes, à les rejeter, à rejeter ces enseignements, à rejeter ces orientations de diverses façons. Par exemple, les railleries. Rappelez-vous, lorsqu'en 1971, Mobutu nous a imposé les noms, l'appellation Zaïre au lieu de Congo, et les Congolais disaient Nzaïd, c'est-à-dire c'est l'incendie. Lorsqu'il nous a fallu, il nous a obligés d'abandonner les prénoms chrétiens pour des noms dits authentiques, les gens commençaient à prendre des noms kilométriques. C'était une façon un peu de railler. Et puis enfin, il faudrait quand même rappeler qu'au moment de la conférence nationale souveraine, nous n'avons vu presque quasiment personne monter à la tribune pour défendre le régime Mobutu, à l'exception de Mme Nzuzi Wambombo et du général Elouki qui est venu contredire son cousin, le général Mayele. Ça fait très peu. Comme vu le nombre de tous ceux qui ont été ministres pendant plus de 32 ans, de tous ceux qui ont été au bureau politique, au comité central, au Parlement sans être élus puisqu'ils étaient cooptés,
on s'attendrait à qu'il y ait quand même un peu plus de défenseurs, d'avocats pour défendre le régime Mobutu. Ils n'ont pas fait. Ce qui veut dire que dans les profondeurs de la société congolaise, ce régime n'a jamais été approuvé par les Congolais. Ça, c'est un. Deuxièmement, je crois qu'il faut ne pas oublier, il faut toujours sans cesse rappeler les instruments que le régime a utilisés pour soumettre le Congolais, pour domestiquer la société congolaise. D'abord, la violence. Violence à la fois militaire, violence politique, et puis la violence symbolique. Violence symbolique à travers cette propagande abrutissante déployée matin, midi et soir, à la radio, à la télévision, dans les journaux. Rappelons-nous que la presse écrite a été réduite à des organes. Donc, Lima et Salon, alors que nous avons connu pendant très longtemps le pluralisme de la presse écrite, contrairement à beaucoup d'autres pays d'Afrique francophone où il n'y avait pas pluralisme de la presse écrite. Et puis, violence politique, ça c'est dès le début. Rappelons-nous la pendaison sur la place publique des 4 parlementaires au terme d'une parodie des procès. Ça a profondément traumatisé la classe politique congolaise, ça a profondément terrorisé le Congolais. Et puis il y a eu d'autres, par exemple notamment le massacre des étudiants dans les rues de Kinshasa le 2 juin 1969. Par exemple, tous ces procès, toutes ces parodies des procès où étaient éliminés des officiers souvent originaires des régions considérées comme étant des régions turbulentes. Donc violence politique, violence symbolique et surtout corruption à une échelle insoupçonnée et qui, évidemment qui continue encore aujourd'hui. Toute promotion sociale, toute nomination politique, tout avantage social était considéré comme des dons du président fondateur. On a beau avoir des grands diplômes, mais lorsque vous êtes nommé, il faut d'abord, c'est parce que le président fondateur veut bien que vous soyez nommé. Tout dépendait du bon vouloir du chef de l'État, ce qui était une façon de domestiquer la classe politique et même de domestiquer la société congolaise. Je m'en vais vous poser une question vraiment très paradoxale. Donc nous sommes dans un environnement dictatorial à la suite d'un coup d'État, violence politique et violence tout court, donc il y avait ubiquité de la violence. Mais peut-on en même temps parler des bienfaits du régime pendant cette période? Tout dépend de ce que vous entendez par bienfaits du régime. Souvent, les gens mettent au crédit de Mobutu, c'est lui qui a restauré l'unité nationale. Si aujourd'hui on trouve des Congolais qui restent unis, c'est grâce au régime Mobutu. Là aussi, il faut mettre les choses en perspective. Nous sommes devenus indépendants en 1960. Mobutu a fait son coup d'État en 1965. Il faudrait retrouver, avant le coup d'État, et même avant notre accession à l'indépendance, des faits qui démontrent à quel point les Congolais, dès l'invention de notre modernité politique, a été, contrairement à d'autres pays d'Afrique, par exemple le Rwanda et le Burundi, où l'ethnicisation du politique a prévalu, ça n'a pas été le cas chez nous. Puisque l'invention de notre modernité politique a fleuri sur un terreau culturel très enrichissant. Je pense ici au manifeste du groupe de conscience africaine, je pense ici au manifeste du groupe des intellectuels de l'Abako. L'Abako, qui au départ était une association culturelle regroupant des Bakongo, au sens culturel du terme, non pas au sens ethnique. La preuve, c'est que en 1957, lorsque les Belges enfin organisent des élections municipales, l'Abako fait le plein de voix à Kinshasa. Eh bien, dans son discours de remerciement des électeurs, Kassavou ne se présente pas comme les leaders de Bakongo, mais comme les leaders de tous les Congolais, parce que le corps électoral qui lui a donné la majorité était composé non pas seulement des Bakongo, mais de toutes les composantes de la société congolaise vivante à Kinshasa. Deuxièmement, c'est le MNC, quand Lumumba et d'autres créent le MNC en octobre 1958, la création du MNC repose notamment, intellectuellement parlant, sur le manifeste du groupe de conscience africaine qui parlait déjà en 1956 d'un vaste mouvement national congolais regroupant tous les Congolais. Et donc,
Vous voyez, nous sommes en 58, 57, 58, déjà 56 avec les deux manifestes. Mais les Congolais qui s'engagent dans ces processus d'émancipation politique pour se libérer du joug colonial ne réfléchissent pas en termes ethniques, ne réfléchissent pas en termes régionalistes, mais réfléchissent en tant que Congolais, en tant que peuple congolais, et même manifeste de conscience africaine, on va au-delà du Congo puisque nous parlons de l'Afrique. Deuxième élément, au moment où nous sommes vraiment très engagés dans le processus d'indépendance, c'est la table ronde. Les leaders congolais arrivent à la table ronde divisés entre partis politiques. Eh bien, c'est à l'initiative des étudiants que les hommes politiques congolais vont se regrouper en un front commun. Mais ces étudiants congolais, quand ils ont réuni les hommes politiques congolais, ce n'était pas seulement des étudiants de telle ou telle région, c'était l'ensemble du monde étudiant qui, déjà en 1958, avait adressé au Parlement belge un mémorandum pour protester parce que la Belgique va envoyer au Congo en 1958 un groupe de travail pour tenter de commencer à réfléchir sur l'avenir politique du Congo. Et les étudiants congolais protestent parce qu'il n'y a aucun Congolais dans le groupe de travail. Mais les étudiants congolais qui adressent ces mémorandums, mais ils ne les font pas en tant que Moulouba, Mukongo, Mungala. Non, ils les font en tant qu'étudiants congolais. Déjà, ils avaient, lors d'une conférence débat à Louvain, interviennent des étudiants congolais. C'est le cas de Charles Bokonga, Albert Bolela, Paul Mouchete, Cardozo et puis Jonas Mukamba. Ils sont originaires des régions différentes, mais ils se retrouvent à Louvain en 1958 pour participer à un débat organisé par les étudiants, l'Assemblée générale des étudiants de Louvain, où le titre de la conférence est « À l'heure de l'Algérie, que faisons-nous au Congo ?» Donc l'indépendance du Congo est évoquée en 1958. Donc, et puis enfin, lorsque nous accédons à l'indépendance, au moment de l'élection du chef de l'État, le Premier ministre Patrice Lumumba arrive à dégager une majorité parlementaire, ce qui fait qu'il peut être désigné Premier ministre. Mais Kasavubu qui est candidat et Bolikango, ils n'ont pas de majorité. C'est grâce aux voix des parlementaires lumumbistes que Kasavubu va être élu chef de l'État. Et d'ailleurs, les parlementaires lumumbistes ne se posent pas la question, Kasavubu est-il Mukongo? Non, c'est un Congolais. Il a commencé la lutte pour l'indépendance depuis longtemps. Il est candidat à l'élection présidentielle. Il nous faut un exécutif fort, c'est-à-dire un chef de l'État et un Premier ministre. Et quelqu'un comme Cyril Adoula, on aurait pu imaginer qu'il puisse voter en faveur de Bolikango, puisque tous les deux, c'était des Quinois pure souche, nés des parents originaires de l'Équateur. Mais non, Adoula plutôt a choisi la carte Kasavubu, c'est-à-dire la carte de l'intérêt national, parce qu'il se sentait profondément congolais. Adoula a été Premier ministre de 61-64. Eh bien, a-t-il dirigé le gouvernement dans l'intérêt des gens de l'Équateur? Je ne pense pas. Et donc, il est temps de mettre fin à ces mythes, à cette contre-vérité historique de Mobutu, artisan de l'unité nationale. Et même Tshombe, qui était le premier fossoyeur de l'unité nationale en 60 avec la sécession katangaise, quand il revient au pouvoir comme Premier ministre en 64, il a changé. La CONACAT n'est plus CONACAT, mais devient la CONACO. Et c'est lui qui, sur le plan militaire, ayant écrasé les rébellions, va refaire l'unité, va procéder à la réunification de l'État. Et si Mobutu, pour 65, continue sur la même lancée, pourquoi pas? Tant mieux. Mais de là à faire de lui l'artisan de l'attachement de Congolais à la nation, non, je ne pense pas, intellectuellement parlant, c'est pas honnête, c'est une escroquerie. Et sur le plan politique, c'est une supercherie. Nous sommes en pleine dictature et Mobutu, pour consolider son pouvoir, va faire quelques gestes vis-à-vis de la population. Même si le terme ne paraît pas approprié, est-ce que dans cette dictature, peut-on parler de quelques avancées démocratiques?
Avancée démocratique. Prenons 2 cas concrets, parce que, même 3 cas concrets, parce que ce sont des héritages qui continuent encore à pervertir les politiques au Congo jusqu'à ce jour. Cette instabilité constitutionnelle érigée presque en valeur absolue, ça date déjà du temps de Mobutu. Deuxièmement, cette propension à servir les intelligences, notamment universitaires. Rappelons-nous, c'est cette session spéciale qui a eu lieu à l'Institut Makanda Kabob, à l'école du parti en 1980, où les professeurs de l'université ont abouti à cette conclusion. Le MPR est devenu pollué et polluant parce qu'il a des effets corrosifs sur l'esprit des gens. On y entre intelligent, on en sort bête. Deuxième, ça c'est du concret. Et rappelons-nous les logiques sur lesquelles repose la réforme universitaire de 1971. Il est clairement dit que l'enseignement universitaire doit justifier les régimes établis, exalter ses avancées. Donc l'université est réduite au rang d'un simple parti, d'un simple organe du parti unique. Voilà, donc ça c'est deuxième élément. Et puis, le troisième élément, cette économie de prédation, de pillage des ressources économiques au profit de l'étranger. Et du coup, les chefs de l'État s'arrangent pour répartir, pour s'entourer d'une confrérie régnante, dont les gens de sa tribu, de sa famille, d'une clique présidentielle composée notamment de représentants d'autres des régions et des gens représentatifs parce que, intelligents ou universitaires, nous retrouvons ces mêmes schémas aujourd'hui. À une certaine époque, Mobutu s'est beaucoup appuyé sur le Mongo, enfin les gens de l'Équateur, et petit à petit uniquement sur les Mwandi. Au point d'ailleurs que les officiers, au moins la moitié des officiers exerçant un commandement effectif étaient composés des gens de l'Équateur et particulièrement des Mwandi. Nous les retrouvons aujourd'hui avec l'actuel chef de l'État et les Baloubakate. Non, je ne pense pas qu'on puisse parler aujourd'hui sur le plan politique des avancées significatives. Sur le plan historique, attendons d'accéder à toutes les archives pour pouvoir se prononcer. Mais politiquement parlant, sur le plan de l'intelligence politique, sur le plan de l'intelligence politique, il y a eu beaucoup de régressions de ces régimes par rapport à ce que nous avons connu au Congo entre 60 et 65. Ce qui a justifié que quand l'AFDEL est arrivé, le pouvoir a été balayé comme un château de cartes. Je n'ai aucun commentaire à ajouter. Ce régime qui s'est présenté comme un régime fort, voilà, militairement parlant, le pays a été conquis sans coup férir par un pays comme le Rwanda. Le Rwanda est plus petit que le plus petit département français et le Congo est 5 fois plus grand que l'Hexagone. J'ajoute que dans les années 70, Mobutu vociférait contre le président Gwabi du Congo-Brazzaville en disant que en 2 heures du temps, si lui, Mobutu, remet son béret rouge en tant que paracommando, le Conseil de sécurité de l'ONU va se réunir pour exiger du Congo d'évacuer les territoires occupés. Donc, conquérir le Congo-Brazza en 2 heures, mais il a fallu combien de temps pour que le Rwanda puisse conquérir le Congo? Et on ne peut pas dire que ce soit... ça n'a pas... C'est une surprise. Parce que nous avons déjà été, notre armée ça a été une déroute en Angola en 1975 et en 1977 et 1978. Il a suffi d'un rien pour que le FLNC puisse mettre l'armée congolaise en liquéfaction. Voilà, alors, pour disons, aller vers la fin de cette interview, au vu de ce qui se passe, doit-on regretter ces régimes? Ou disons, ceux qui regrettent ces régimes, ont-ils raison? L'observateur averti que vous êtes, ça ne vous a pas échappé qu'on retrouve dans l'entourage du chef de l'État, M. Joseph Kabila, des mobutistes pur sucre qui ont exercé des postes très très importants dans tous les domaines, et notamment dans les domaines de la sécurité.
Et parmi ceux qui sont contre Mobutu et contre les régimes de Joseph Kabila, vous retrouvez aussi parmi les plus virulents, vous retrouvez aussi beaucoup d'anciens mobutistes. Ça, c'est curieux. Est-ce vraiment curieux? Je ne pense pas. Parce que les uns et les autres ont un point commun. Ils continuent à encenser Mobutu. En fait, ils regrettent de ne plus profiter autant que du temps de Mobutu des bienfaits du pouvoir. Non, je ne pense pas qu'il faille regretter quoi que ce soit. Parce que si nous commençons à regretter, nous allons en arriver à regretter aussi d'avoir exigé l'accession de ce pays à l'indépendance. Nous avons tenu bon, nous avons résisté. La culture démocratique n'a pas disparu en dépit de la dictature de Mobutu. La preuve, c'est que nous avons pu tenir la conférence nationale souveraine en 92, alors même Mobutu n'en voulait pas. Et rien que cela, il suffit à démontrer que nous restons attachés et à ces pays, que nous restons attachés à l'intelligence politique et à l'intelligence du politique. Mais actuellement, ce qu'il faudra, c'est corriger les erreurs que nous avons commises à la conférence nationale, ou plutôt être attentifs aux points sur lesquels nous n'étions pas attentifs. Par exemple, rappelons-nous que de 1993 jusqu'en 2006-2007, nous avons vécu sans constitution dans ces pays. C'est énorme. Et c'est le même schéma qui s'esquisse encore aujourd'hui. Eh bien, compte tenu de ce qui s'est passé à cette époque, ne nous laissons plus prendre au piège actuellement. Question revolver pour clôturer, il y en a une ou deux comme ça. Le bilan, on voit bien qu'il est globalement négatif. À moins que quelqu'un puisse avoir des lunettes un peu spéciales pour dire que le bilan de Mobutu était positif. Alors, j'aimerais savoir, dans l'interview, vous avez globalement parlé de l'assassinat de Lumumba et puis des massacres des étudiants en 1969. Quel rôle Tshisekedi a-t-il eu dans ces deux événements, puisque ça fait vraiment l'actualité, et c'est quelqu'un qui a quand même travaillé avec Mobutu? Oui. C'est une question vraiment subsidiaire qui sort un peu du sujet, mais qui y est rattaché d'une certaine manière. Bon, je pense qu'il est suffisamment grand, une grande personne, que pour répondre calmement et sereinement à ces deux interrogations. Je ne pense pas que ces deux interrogations puissent être l'objet de querelles mesquines. C'est manquer du respect aux victimes, donc Premier ministre Lumumba, et surtout aux étudiants, puisque jusqu'à ce jour, on n'a jamais rendu public la liste officielle des étudiants morts le 4 juin 1969. On n'a jamais su où ils ont été enterrés. Donc ne fût-ce que par respect pour nos copains de 69 de l'université de Vanium, cette question ne doit jamais faire l'objet de querelles mesquines, mais il appartient non seulement à M. Tshisekedi, mais aussi à tous ceux qui étaient à l'époque en responsabilité de pouvoir répondre clairement, sereinement à toutes ces questions, qui a déjà été abordée cette question à la conférence nationale souveraine. Voilà, en tout cas, on apprend beaucoup avec vous, on n'a pas envie de vous lâcher, mais je pense que pour aujourd'hui, on s'arrêtera là et ça ne sera pas la dernière fois qu'on vous aura. Merci d'avoir éclairé ce coup d'État d'un jour nouveau, 50 ans, jour pour jour. Et puis j'ajoute que souvent on dit le 24 novembre. Faisons attention. Les officiers se sont réunis depuis plusieurs jours. Ils ont pris leur décision le 24 très tard, mais c'est le 25 à 5h30 du matin que pour la première fois a été lue la déclaration du haut commandement militaire. Laquelle déclaration, il faut ajouter, je l'ai dit au début, mais il faut insister, a été rédigée par un officier de la coopération militaire. Certainement le colonel Van Ouwelen, puisqu'il était auditeur général et la déclaration a été rédigée sur du papier officiel en tête de la justice militaire. Ce qui peut être considéré comme une forfaiture. Et dans le cas ici, une forfaiture aggravée. Même si, en 1985, le colonel, l'ancien officier d'ordonnance de Mobutu, Denis Ilosono, qui était son secrétaire particulier à l'époque, a prétendu que c'est lui qui a rédigé. Non, il a assuré la dactylographie, mais ce n'est pas lui qui a rédigé, ce n'est pas lui qui a conçu
le texte de la proclamation du haut commandement militaire, tout comme en 60, rappelons-nous, la révocation du Premier ministre Patrice Lumumba. Kassavou est venu lire la révocation à la radio, mais le texte a été rédigé par le ministre belge des Affaires étrangères, M. Wigny, et en 1996, moi j'attends toujours que tous ceux qui étaient dans l'AFDL nous disent exactement qui a rédigé le texte de l'AFDL. Et prochainement, vous nous direz peut-être comment Bissénimana s'est retrouvé dans les cabinets de Mobutu. Ce n'est pas anodin, c'est une question très, très, très importante qu'il faudra aborder là aussi avec beaucoup de sérénité. Merci beaucoup, M. Anissé Mobé. Mais c'est moi qui vous remercie, qui remercie l'ensemble des collaborateurs, M. Bayama, Roger Moussanji et... Roger Moussanji qui est le petit-fils d'Yvon Mabanda, un des premiers responsables de l'ABACO. Merci, à très bientôt. C'était M. Anissé Mobé qui nous a donné une interview assez intéressante. Nous avons beaucoup d'éléments de réflexion, beaucoup d'analyses et beaucoup d'interrogations qui appellent à d'autres émissions. Votre fidélité nous sera toujours très chère. Merci de nous avoir suivis.